Le Mawlud sera célébré ce mardi 25 août prochain, 25 août au Sénégal. L'annonce a été faite par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire CONACOC. La CONACOC, dans un communiqué publié hier, indique que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays. Selon les informations recueillies auprès de ces 485 représentants sur le territoire national et accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 49 départements du Sénégal. Imam El Hadji Oumar Diène est le président de la CONACOC. Je vous propose de le suivre. Déclaration du 13 août 2026 de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réunie ce jour à la RTS pour scruter la Lune. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos 485 représentants qui sont dans les différentes localités du pays et en accord avec toutes les familles religieuses et les imams des 14 régions et 46 départements. Il résulte que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire. Par conséquent, le samedi 15 août 2026 sera le premier jour du mois lunaire de Gamou ou Rabi al-Awal. Le Gamou ou Maulid sera célébré au soir du mardi 25 août 2026, Inch'Allah. Le Gamou sera célébré au soir du mardi 25 août 2026, Inch'Allah. Nous souhaitons un bon Gamou à toute la communauté musulmane. Souhaitons une longue vie aux khalifes généraux et à nos dirigeants religieux. Ce communiqué est de El Hadji Oumar Diène, président des imams et oulémas du Sénégal, président de la commission lunaire et du dialogue interreligieux. Je vous remercie. Et la cellule Zawiya Tijane, le début des séances de bourde est prévu ce vendredi dans la cité religieuse de Tivaouane et un peu partout à travers le Sénégal. Pour l'édition 2026, Tivaouane entend inscrire cette célébration dans une dynamique de foi, de transmission et de responsabilité. Le thème retenu, ensemble, penser et agir pour le verbe de l'unicité, Tawhid, place l'unicité divine au cœur de la réflexion. Et à l'approche du Gamou de Tivaouane, les dispositifs sécuritaires se renforcent. Le directeur général de la santé de Thiès, Mamoussa Diaw, annonce la mobilisation d'au moins 3000 agents. Des ambulances sont prévues avec des postes médicaux annoncés et des postes de référence installés dans la cité religieuse. Mamoussa Diaw est le directeur général de la santé de Thiès. Il est au micro d'Angelina Gomis. Vous savez que chaque Gamou, après chaque couverture sanitaire, nous revenons pour organiser la réunion qui réunit l'ensemble des intervenants pour voir aussi le niveau d'intervention. Mais aussi ça nous permet de voir un peu les leçons apprises des années précédentes. En termes de statistiques, déjà pour les ressources humaines, je ne parle pas seulement des spécialités, mais de l'ensemble des ressources humaines, vous avez au minimum 3000 agents qui seront mobilisés pour la couverture sanitaire au niveau du Gamou de Tivaouane. Pour la logistique, déjà, vous avez par rapport aux ambulances, vous avez pratiquement plus de carrément, vous avez rien que pour les sapeurs-pompiers déjà, vous vous retrouvez avec plus de 26 ambulances, plus maintenant les ambulances que nous avons au niveau des districts qui vont tourner autour de 26 jusqu'à 28. Pour l'ensemble des autres ambulances aussi, parce que ce n'est pas seulement l'axe Tivaouane qu'il faut gérer, il y a aussi les axes d'entrée, il y a aussi la fusion avec les autres Gamou dans la région. Et dans cet ensemble, ce dispositif, vous pouvez dépasser pratiquement 60 ambulances. Et dans ces ambulances-là aussi, vous allez avoir 6 à 8 qui seront des ambulances médicalisées. Maintenant, avec l'ouverture de l'hôpital Mam Abdou, l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, donc là, cet axe-là, vous savez qu'on va mettre le maximum aussi pour pouvoir prévenir les accidents qu'il peut y avoir dans ces zones-là, mais aussi pouvoir gérer tout ce qui va rentrer par cet axe-là. Donc le fait que Tivaouane, où nous avons des entrées pratiquement à l'est, à l'ouest, au nord, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité qu'il y ait l'ouverture de l'autoroute. Et quand vous dites autoroute, vous parlez justement donc de vitesse, il y aura les messages de prévention, et là, il faut que le dispositif s'adapte à cela. Donc nous pouvons ouvrir des points avec des ambulances qui seront positionnées dans la zone l'axe Kayar-Mboro, et aussi on peut positionner dans les sorties de l'autoroute qui sera ouverte.
L'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andugusum a décrété une grève de 48 heures qu'elle a démarré depuis hier et puis ça se poursuit aujourd'hui également. Le 14 août, un mouvement sans service minimum ni prise en charge des urgences dans les structures de santé publique de notre pays. Selon le vice-président du syndicat, le syndicat proteste contre le non-respect des accords signés avec le gouvernement et l'absence même des solutions concrètes au passif social des travailleurs. Adjande Diakhaté, que je vous propose de suivre. Après l'évaluation de la première journée de grève totale au quartier général, l'Alliance Andugusum déplore les pressions et les intimidations, les tentatives de contournement dans certaines structures. Nous avons noté, comme à l'accoutumée, que le mot d'ordre a été largement suivi et le score vacille entre 90 et 100% dans certaines zones. À l'issue du monitoring, et notamment dans certaines structures de santé à Dakar, les urgences ont été assurées par les faisans fonction d'interne et les médecins en spécialisation qui ont besoin eux-mêmes d'être encadrés par les aînés. En toute humilité, nous ne soucions pas dans une logique de triomphalisme. Au contraire, nous déplorons cette situation à laquelle les populations sont confrontées. Nous le disons avec force, cette situation est due au non-respect de l'application des accords résiduels du 10 mai 2022 par le gouvernement et cela porte atteinte plutôt à sa crédibilité. Le directoire déplore les tentatives visant à fragiliser l'organisation mais se félicite par contre du discernement dont ont fait preuve les populations. Nous réaffirmons notre disponibilité pour un dialogue social sérieux, responsable, sincère et constructif dans l'intérêt exclusif des travailleurs. Le gouvernement doit prendre désormais sa responsabilité à procéder à l'application effective des engagements auxquels il a librement. La mobilisation continue et nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres acquis et d'autres mobilisations. Et puis l'Organisation des instituteurs du Sénégal s'oppose catégoriquement au recrutement des 2527 enseignants annoncés par le ministère de l'Éducation nationale sur autorisation du gouvernement. Selon son secrétaire général Babacar Mbaye Ngaraf, l'organisation n'est pas en phase avec ce recrutement clanique et politique. L'Organisation des instituteurs du Sénégal ne va pas participer à cette réunion. Babacar Mbaye Ngaraf est joint au téléphone par Ibrahim Khalid Djemé. C'est avec beaucoup de stupéfaction et de suspicion que nous avons appris cette réunion pour, dit-on, discuter de recrutement spécial alors que le concours officiel de recrutement doit se tenir très prochainement, dans une semaine ou 10 jours si ma mémoire est bonne. L'OIS alerte et s'oppose à toute forme de recrutement hors circuit classique, souvent de magouilles, de fraude, de contestation et donc de tension. On use du spécial quand la règle n'est pas possible, mais aujourd'hui, il n'y a aucune situation exceptionnelle pour justifier un recrutement spécial. Nous avons un État sérieux qui connaît ses besoins et fait son planning en conséquence. Passer par la crème est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que le recrutement spécial de l'année dernière a connu des révélations qui, quoi qu'on puisse dire, n'honorent pas notre République, attachée aux principes de transparence et de bonne gouvernance. La réforme sur la déclaration de patrimoine qui vire à la controverse à l'Assemblée nationale, alors que Maître Moussa Sarr propose d'élargir le dispositif au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Guy Marius Sagna s'attaque à la base constitutionnelle de l'amendement et pointe de sérieuses incohérences autour de l'article 37, surtout dans le titre 2. Au-delà du bras de fer politique, c'est la question de la transparence qui s'impose au sommet de l'État et qui se trouve au cœur du débat politique. C'est une réflexion de Mariam Sodendiaye. Bas chauffe à l'Assemblée nationale autour de l'article 37 de la Constitution. Ce qui est sur la table, Maître Moussa Sarr propose un amendement étendre l'obligation de publicité de la déclaration de patrimoine, pas seulement au président de la République, mais aussi au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. La riposte, Guy Marius Sagna monte au créneau dans une note à la presse. Il dénonce une erreur juridique majeure. Sa question, comment dans un article consacré au président de la République peut-on y intégrer
le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Pour lui, la forme n'est pas bonne. Le fond pose problème. Le vrai fond du problème. Qui doit déclarer son patrimoine? Et surtout, dans quel cadre constitutionnel? La proposition actuelle, le président déclare à l'entrée et à la sortie de fonction, mais étendre ça aux autres autorités soulève une question de cohérence juridique. Certains même vont plus loin. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel, tous ces trois pouvoirs doivent déclarer. La question centrale, faut-il élargir la déclaration de patrimoine à toutes les principales autorités publiques, quitte à revoir toute l'architecture constitutionnelle du dispositif? Au-delà de la polémique, c'est la transparence et la reddition des comptes qui sont en jeu. Alors, la tension monte et le débat reste ouvert. Merci beaucoup, Ndaye Marième Ndiaye. Nous parlons du retard pris dans la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, Ahmadou Al-Amin Lo. C'est la suite des interrogations. Si le chef du gouvernement encore dans les délais légaux, son absence d'initiative pour se présenter devant l'hémicycle tranche avec la pression exercée hier sur son prédécesseur, Ousmane Sonko. Société civile, partis politiques restent pour l'heure silencieux et dans un contexte marqué par la perspective des élections de 2027 et une majorité parlementaire dominée par PASTEF, une question se pose. Le Premier ministre cherche-t-il à éviter une éventuelle motion de censure? Élément de réponse dans cette réflexion de Djibril Niane. Le retard pris dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo commence à susciter des interrogations si, juridiquement, le chef du gouvernement peut encore se situer dans les délais prévus. Son absence d'initiative pour se présenter rapidement devant l'Assemblée nationale nourrit le débat. Une question revient avec insistance. Où sont passées les organisations de la société civile, les partis politiques et les autres acteurs qui, hier encore, réclamaient avec force la déclaration de politique générale de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Autre élément qui alimente les interrogations, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait saisi le Conseil constitutionnel sur la possibilité de coupler les élections législatives et municipales prévues en 2027. Dans ce contexte politique particulier, le calendrier parlementaire pourrait-il peser sur les choix du gouvernement? Le Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo redouterait-il une éventuelle motion de censure? La question se pose d'autant plus que la majorité parlementaire demeure largement dominée par les députés de PASTEF, les patriotes. Au-delà du calendrier légal, c'est donc la volonté politique qui est aujourd'hui scrutée. Le gouvernement entend-il prendre les devants et exposer rapidement la feuille de route devant les députés ou choisira-t-il d'attendre l'échéance légale? Une question est certaine. Chaque jour de silence nourrit davantage les interrogations sur les intentions du Premier ministre et sur les rapports de force qui se dessinent à l'Assemblée nationale. Et Djibril Niane, par rapport toujours à l'actualité, l'amicale des agents comptables du Sénégal a organisé hier une session de renforcement de capacité consacrée au rôle, à la posture et aux responsabilités de l'agent comptable. L'objectif est de consolider la maîtrise des règles de la comptabilité publique et d'améliorer la qualité de la reddition des comptes. Je vous propose de suivre les explications de Amadou Tidiane Gaye. Il est le directeur de la comptabilité publique et du Trésor. La reddition des comptes qui conduit à la production des états de synthèse part de la tenue de la comptabilité, mais également de la bonne qualité des dossiers de dépenses publiques et même de recettes publiques. Donc c'est en cours d'année, au quotidien, que le comptable doit travailler à préparer la reddition des comptes pour que dans les délais qui sont fixés par les textes, les délais sont fixés au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Et il faut donc anticiper cela pour rester dans les délais, autant donné qu'il y a même des sanctions pécuniaires qui sont prévues par la Cour. Le décret a un caractère désuet. Un certain nombre de dispositions devaient être mises à jour pour les adapter à l'évolution du contexte. Et donc c'est ça que nous venons de finaliser. Et dans les prochaines semaines, Inch'Allah, il sera possible donc de présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale pour adoption. Nous sommes en train également de travailler sur un arrêté portant nomenclature des pièces. C'est important de définir pour chaque type d'opération quelles sont les pièces que l'agent comptable doit exiger de l'ordonnateur pour éviter une dispersion des procédures, une disharmonie qui va conduire à une application divergente des règles selon l'agent comptable.
Un incendie s'est déclaré hier dans un immeuble de 8 étages à Grand Dakar. Heureusement, l'évacuation des habitants, des occupants a été réussie. Aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé. L'intervention rapide des riverains et des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le sinistre et d'éviter un drame. Cependant, certains habitants déplorent l'intervention tardive plutôt des sapeurs-pompiers à chaque fois qu'il y a incendie. C'est un reportage de Bénédicte Sagna et de Oumou Latirgueye. Un immeuble de 8 étages a pris feu ce jeudi matin à Grand Dakar, près de l'hôpital Gaspard Camara. Bien qu'aucun appartement n'ait été directement touché, une épaisse fumée a envahi les parties communes, rendant l'atmosphère irrespirable pendant de longues heures. Mon ami et moi étions sortis. C'est là que nous avons vu le groupe électrogène prendre feu. Au début, nous avons pensé que c'est la coupure de courant. Nous avons aperçu le feu et nous avons suivi notre instinct. Nous sommes entrés dans le bâtiment pour faire sortir les occupants avant qu'il y ait une catastrophe. Selon ce témoin, l'ensemble des occupants du bâtiment a été évacué par mesure de précaution. Même les locataires sortent à temps. Mais on s'est fait bloquer par la fumée, c'est là qu'on a reculé. Même les ascenseurs étaient bloqués. Toutefois, ce témoin déplore l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. Nous avons attendu longtemps l'arrivée des sapeurs-pompiers. Franchement, ils doivent être réceptifs. Cela doit être du tic au tac quand il s'agit d'incendies de la sorte. À ce stade, aucun blessé ni dégâts matériels n'a été enregistré. Les circonstances de l'incendie n'ont pas encore été précisées. L'accès aux zones touchées par les flammes s'avère toutefois difficile. Merci beaucoup, Bénédicte Sagnan. En plus bref, il y a 2 semaines, en plus bref, excusez-moi, les unités de la zone militaire numéro 2 et leurs homologues mauritaniens ont lancé hier la première journée de patrouille fluviale conjointe. Ceci entre dans le cadre de la coopération entre les 2 pays en matière de défense et de sécurité. Cette opération mobilise des moyens nautiques, des unités de fusiliers marins appuyés par des éléments de la police et de la gendarmerie. Les forces engagées sont appelées à sillonner plusieurs localités situées de part et d'autre de la frontière sénégalo-mauritanienne, à prévenir les activités illicites et à rassurer les populations riveraines. Et puis cette brève met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Il y a 2 semaines, les 30 et 31 juillet 2026, Ceuta a traversé l'une des pires crises migratoires de son histoire. En 48 heures seulement, plus de 70 000 personnes sont parvenues à rejoindre illégalement l'enclave espagnole depuis le Maroc. Plus de 141 personnes ont perdu la vie selon des organisations marocaines, alors que plusieurs enquêtes montrent aujourd'hui le rôle déterminant joué par les réseaux sociaux et la désinformation dans cette séquence. Des appels à traverser la frontière le 15 août reviennent en boucle sur Instagram et sur Facebook. En Guinée-Bissau, les autorités de la transition ont présenté ce 12 août la nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum le 30 août, présenté par le président du Conseil national de la transition devant les dirigeants, diplomates et représentants de la société civile. Le texte entend clarifier les équilibres du pouvoir, mais dans les faits, il prévoit de remplacer le régime semi-parlementaire par un régime présidentiel fort, renforçant ainsi les pouvoirs du chef de l'État. À présent, c'est la page sportive de cette édition.
Afro-basket U18, les Lionceaux ont dompté hier le Madagascar et rejoint les demi-finales. Oui, vous l'avez dit, le Sénégal poursuit son aventure dans cet Afro-basket U18 masculin en battant hier le Madagascar en quart de finale. 54-40, 14 points d'écart ce jeudi. C'est donc en quart de finale. C'est pourquoi donc les Lions ont décroché leur billet pour le dernier carré de la compétition. Le Sénégal affrontera le Mali ce samedi 15 août à 15h. Ce derby ouest-africain s'annonce donc particulièrement disputé. Pour les Lionceaux, l'enjeu sera de poursuivre leur parcours et de décrocher leur billet pour la finale de cette édition de l'Afro-Basket 2026, afin de qualifier donc en Coupe du Monde de cette catégorie, puisque ce sont les deux équipes finalistes qui vont donc décrocher leur ticket qualificatif pour la finale, dirait-on, pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Et chez les dames, le Sénégal termine son parcours à l'Afro-Basket U18 sur une très bonne note après la victoire face au Bénin lors du premier match de classement. Les Lioncelles ont décroché une deuxième victoire hier consécutive en dominant largement le Maroc. 55-26, une victoire bien entendu qui fait bien sûr parler depuis hier. Le Sénégal, encore une fois, qui a été donc bourreau du Maroc, cette fois-ci en basketball U18 en ce qui concerne donc les filles. Le football, on en parlait également. Qui sera le prochain coach de l'équipe nationale du Sénégal? On se pose toujours cette question, puisque la Fédération sénégalaise de football avait déjà annoncé le limogeage du coach Pape Thiaw à la veille de l'élimination du Sénégal en Coupe du Monde 2026, selon les informations données par le quotidien Les Échos ce matin. Abdoulaye Fall va donc dévoiler qui sera le successeur de Pape Thiaw. Ce sera donc mardi prochain, où le président de la Fédération sénégalaise de football a déjà prévu donc une conférence de presse pour dévoiler le nom du successeur de Pape Thiaw, bien entendu pour diriger les destinées du football sénégalais, notamment donc l'équipe nationale du Sénégal de football. Cette fois-ci, nous parlons de football, de volleyball, avec surtout la CAN U18. Sachez que le Sénégal n'a finalement pas remporté une médaille d'or, même si le Sénégal était pays hôte. La Sierra Leone s'est emparée donc de la médaille d'or chez les hommes et chez les filles. Sachez que l'équipe, bien sûr, du Ghana a réussi donc à faire le tout et remporter donc le sacre d'or en dominant donc le Sénégal. Une victoire assez importante pour le Nigeria, qui a donc gagné le Sénégal de 7-0. C'est la fin de cette page sportive, Fatou Abdoulaye. Le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Bonjour, les quotidiens continuent de parler du débat sur la déclaration de patrimoine des hauts responsables de l'État qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension à l'Assemblée nationale en raison de l'amendement proposé par le président de la République à la proposition de loi modifiant l'article 37 de la Constitution. L'amendement du gouvernement entend franchir une étape supplémentaire, soumettre les trois principales autorités de l'État à une même exigence de transparence. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre a publié leur déclaration de patrimoine. Le député Amadou Ba du PASTEF estime ainsi qu'aucune excuse n'est recevable et affirme qu'en plénière, les députés PASTEF voteront au 3/5. Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, défend lui également cette logique. Il a rappelé avoir déclaré son patrimoine en tant que Premier ministre et affirmé que les responsables publics doivent pouvoir rendre compte à l'entrée comme à la sortie. Le paradoxe, selon mes confrères du journal Solo, est donc réel. Les amendements gouvernementaux défendus par Maître Moussa Sarr avaient été tous rejetés par la majorité. Mais sur le principe de la transparence, les positions peuvent apparaître moins éloignées qu'il n'y paraît. Dans cette perspective donc, l'amendement de Maître Moussa Sarr ne fragilise pas nécessairement la majorité PASTEF. Le débat dépasse désormais le seul président de la République, renchérit sur le quotidien. Diomaye en total désaccord avec PASTEF qui rejette tous ces amendements, affiche Les Échos. Maître Moussa Sarr envoyé à la place de Cherdiba. Diomaye exige aussi le contrôle des crédits spéciaux de l'Assemblée nationale et de la primature. PASTEF refuse la définition des crédits spéciaux, les interdictions de contrôle, les différents points de friction à l'Assemblée vers l'évocation à nouveau du vote bloqué, informe Les Échos. Article 37, déclaration de